Avant 40 ans, il est grand temps de changer et de faire ce qu'on veut. Banco, on a trouvé Croix-l'Abri, on était super heureux. 2,54 hectares au démarrage. Très vite, j'ai intégré la biodynamie. Je savais qu'avec les plantes, on pouvait soigner des choses. Ça me ressource. C'est une histoire d'amour avec mes parcelles. Le terroir, pour bien l'exprimer, faut l'aimer. Et il faut bien le comprendre. Notre religion, c'est manger et bien boire et avec les potes. Le vin que l'on fait, parce que je le fais pas toute seule, je le fais avec Pierre, il nous ressemble. L'envie de partager, parce que le vin, ça se boit pas tout seul, bien sûr. Hello les Glouters, j'espère que vous allez bien. À l'heure où tout va vite, trop vite, toujours plus vite, il y a par chance des garde-fous, des disciplines qui résistent au tempo effréné de cette vie connectée et imposent par elles-mêmes la notion du temps long. Et oui, le temps long les amis, et je vous le donne en mille, quelques exemples bien sentis, l'amour, l'artisanat et la culture de la vigne par 10. Vous savez, c'est ce genre de disciplines qui ont ce petit quelque chose qui nous reconnecte au réel, à nous-mêmes, à l'instant présent, et à toute la patience qu'il faut pour construire. Une course d'endurance, en somme, où il peut être périlleux de vouloir aller plus vite que la musique, de brûler des étapes, et qui nous rappelle ô combien le temps est une ressource tout aussi précieuse que fragile, à chérir de toute évidence. Alors pour cette nouvelle émission, prenons le temps de découvrir ensemble ce que le vin dit d'Axelle Courdurier, femme et vigneronne anticonformiste qui, avec son époux Pierre, cultive avec résilience les 5 hectares de vignes qui composent son jardin, un jardin nommé Croix-de-l'Abri à Saint-Émilion. Pour Glouglou, Axelle nous partage ses souvenirs d'enfance, là où peut-être tout a commencé, dans le jardin de sa grand-mère, où fleurs et légumes se côtoyaient. On parle vin, évidemment, consommation, émotion aussi, sans langue de bois, et c'est très bien comme ça. Je m'appelle Peeves, j'aime profondément les gens passionnés, nul doute que celle d'Axelle vous donnera envie de cultiver. Allez, top générique. Bonjour à tous, c'est Peeves. Vous écoutez Glouglou, l'émission qui parle vin autrement. Vignerons, sommeliers, cavistes, mais aussi athlètes, artistes, musiciens, écrivains. Nous allons ensemble découvrir ce que le vin dit de nous à travers le regard, les mots et la singularité de chacun de mes invités. Hello les amis et bienvenue sur Glouglou pour une nouvelle émission. Je suis très heureux de vous retrouver pour la simple et bonne raison que je m'apprête à vous faire découvrir une nouvelle personnalité inspirante et nous nous apprêtons à découvrir ce que le vin dit d'elle. J'ai nommé Axelle Courdurier. Bonjour Axelle, comment vas-tu ? Bonjour à tous, ça va très bien, merci. Bon, je te remercie de nous recevoir chez toi. La mise en bouche de l'émission Glouglou visant à découvrir ce que le vin dit de toi, c'est l'étiquette. Alors, l'étiquette, évidemment, moi je pense, puisque le premier contact que j'ai eu avec toi, c'est l'étiquette de tes vins. Croix-de-l'Abri, les amis, magnifique domaine, vin de jardin, 5 hectares. Imaginez 5 hectares de vignes sur le plateau calcaire de Saint-Émilion, sur la petite commune de Saint-Christophe-des-Bardes, en biodynamie, cousu main, par tes soins. Mais là, l'étiquette qui nous intéresse, ma chère Axelle, c'est la tienne. C'est le moment de te présenter à nos auditrices et auditeurs. Tu as carte blanche. Je pense que le point qui pourrait définir le mieux l'étiquette de Croix-l'Abri, c'est le choix du terroir. Parce que, déjà, pourquoi on a choisi Saint-Émilion à la base ? Parce que Pierre n'était pas viticulteur et moi non plus. Pierre qui est ton mari. Tout à fait. Donc Pierre, lui, était déjà sur une propriété viticole dans le Médoc, une grosse propriété. Donc il vendait du vin à l'export, puisqu'il était directeur export à l'époque. Moi, dans la chimie du bâtiment, et j'ai dit, ça fait un petit peu longtemps maintenant que je brasse du béton, je voulais faire du vin quand j'étais jeune, alors je crois que avant 40 ans, il est grand temps de changer et de faire ce qu'on veut. Et j'ai dit, on achète une petite propriété, petite, pour que je puisse tout faire. Je fais tout, et puis toi, tu vends le vin. Et banco, on a trouvé Croix-l'Abri, on a acheté Croix-l'Abri, et on était super heureux. Bon, 2,54 hectares au démarrage. Au démarrage, et on est en 2013. On est en 2013. Année gigantesque, on s'en souvient très bien, 1200 bouteilles. Ouais. Ça a été un départ. Le baptême du feu serré, quoi. Un peu rude. Ouais. On s'est dit, la viticulture... En fait, c'est vraiment pas simple.
Donc oui, dur. Mais on n'a pas baissé les bras, on s'est dit on va se retrousser les manches et puis voilà. Donc j'ai continué à faire un peu toute seule. Je pouvais, 2 hectares et demi, c'est jouable. Et tout de suite j'ai dit on va passer en bio parce que pas de produits chimiques, tout ça c'est prescrit. Je veux dire, c'est un non-sens de la nature, c'est pas en adéquation avec mes idées. Que j'ai, parce que j'ai grandi à la nature, donc le respect de tout, ce qui va dans notre entourage. Et qui plus est, comme je suis malade, il fallait surtout pas de produits chimiques non plus pour pas aggraver mon cas. Donc Pierre m'a dit ok, je te laisse, on fait des essais, on se lance pas comme ça, on va essayer. Puis au final, on n'en faisait pas plus, on n'en faisait pas moins. Les rendements étaient identiques, donc il m'a dit bon maintenant tu peux demander la conversion en bio et puis on y va quoi. Donc certifié bio en 2021. Très vite j'ai intégré la biodynamie parce que bio, je me suis dit tout seul on va quand même un peu au carton. Et comme j'ai quand même été élevée, ma mère me donnait beaucoup d'homéopathie et puis on avait une bonne connaissance des plantes à la campagne. Donc, je savais qu'avec les plantes, on pouvait soigner des choses. Alors, des choses bénignes, certes, mais on peut apporter un bien-être et puis faire des choses. Et en couplant la biodynamie à l'agriculture bio, ça a été jackpot. Et l'année d'après, j'ai changé de taille aussi. Donc, j'ai été en formation de taille dans le Médoc, où là j'ai fait waouh, les pieds sont super bas dans le Médoc, au final on est mieux rive droite, c'est un petit peu plus haut, on a moins mal au dos, mais super formation, puis un bon échange avec les Médocains et tout, cool. Et puis alors tout cumulé, biodynamie, changement de taille, on est en 2022 et là c'est la canicule, c'est éprouvant. On n'a jamais fait autant de volume, on n'a jamais fait un vin aussi frais, parce que quand on va le goûter certainement après, il est léger, d'une élégance et d'une finesse impressionnante, et d'une fraîcheur qu'on n'attend pas du tout, parce que 22, c'était dur. 22, il faisait chaud. Ouais, c'était très dur. Travailler dans la vigne, c'était chaud. Ouais. Mais... je trouve que d'être en osmose avec la nature, en fait, on ressent mieux la nature et on la voit aussi différemment. Et en laissant la nature reprendre un peu ses droits, faut gérer. Elle reprend ses droits, mais on gère. En fait, j'ai l'impression de revivre. D'être dans un élément tout à fait ordinaire. Alors là, les amis, si vous entendez un petit peu de bruit derrière nos voix, pas de panique. Pas de panique, c'est vite dit, parce que figurez-vous qu'il y a un orage absolument spectaculaire qui se prépare. Ça tombe fort. Voilà. Juste pour nos invités, on va évidemment vous parler de Croix de l'Abri. Moi, c'est un domaine que j'adore. Ça va être en filigrane. Mais tu t'appelles donc Axel Courdurier. Je vais pas vous demander votre âge, madame, ça ne se fait pas. Maman d'une petite fille, qui grandit très vite. Qui commence à être grande. Qui s'appelle Camille. Et là aussi, petit clin d'œil sur une de vos cuvées, évidemment. Mais je te propose justement qu'on rentre dans tes racines, parce que tu as parlé de tes souvenirs d'enfance, la campagne, les fleurs, les plantes. C'est le prochain chapitre, ça s'appelle Racines. Jingle. Mon goût est en pleine croissance. Il me faut du vin. Axel, ce que j'aimerais savoir, c'est justement quel est ce premier souvenir que tu as, toi, peut-être enfant ou adolescente, lié au vin. Est-ce qu'il y a une image, lorsque tu fermes les yeux et que tu essayes d'aller puiser dans ta mémoire ce souvenir, quelque chose qui te revient? Alors, j'ai 2 choses qui me viennent. Alors moi je suis landaise et j'avais mon grand-père paternel qui avait quelques rangs de vignes et on appelle ça du vin des sables. Comment dire ? Dans sa grange, il avait une cuve en béton, bien cracra. Il me faisait monter à l'échelle et puis il me disait quand la bougie s'éteint, on fait rien. Puis le jour où la bougie reste allumée, c'est bon, on ira faire quelque chose. Donc en fait, je participais à la petite vendange, il jetait tout, on écrasait, on sortait de la cuve et après il touchait plus à rien.
pas de levure, rien de maîtrisé. J'ai le souvenir, parce que moi je n'en ai jamais bu, bien sûr. Ouais, c'est bien, t'as été épargnée peut-être. J'étais petite. Mon père faisait... T'as pas un petit peu d'eau? Parce que je crois que je vais allonger un petit peu, parce qu'il est un peu... Et mon père me disait, mais quelle horrible piquette, mais il faut qu'il arrête. Et tous les ans, mon grand-père refaisait ça. Et je me disais, mais quelle horreur. Je me disais, c'est épouvantable. En fait, t'as été sensibilisée assez tôt, du coup, au fait qu'il faut mieux surveiller ses fermentations et faire ça avec soin et passion, quoi. À l'époque, je savais pas comment on faisait du vin, mais je savais comment ça pouvait être très mauvais. Hein. Voilà. ça, je l'ai su très vite. Mais après, j'ai eu une révélation, je devais avoir 12-13 ans. On avait une voisine bordelaise, du Blayais, qui passait ses vacances à côté de chez ma grand-mère tous les ans. Donc elle passait 2 mois. Dans les Landes. Ouais. Et puis un jour, ma mère m'a dit, tiens, je vais déjeuner chez Micheline à Bordeaux, tu viens? Je fais, ouais, ok. Et son père était décédé, et il était dans le Blayais, il avait une cave exceptionnelle, et il avait acheté des grands vins, c'était un passionné de vin, et elle sort je n'ai absolument pas le nom du vin, je me souviens absolument pas de ce que c'était. Et elle dit à ma mère, est-ce que Axel peut boire un petit verre? Et ma mère dit, mais j'en sais rien, si elle veut, oui. J'en ai jamais bu, je veux bien goûter. Et alors c'était un très grand vin et très, très âgé. Et j'ai trouvé ça fantastique. J'ai trouvé que c'était... Ça a allumé une lumière. Et j'ai dit, waouh, mais c'est super bon, j'adore le vin, quoi. Bon, après, c'était pas n'importe quel vin. Enfin... Mais j'avais bu quelque chose de grandiose et j'ai trouvé ça grandiose. Et j'ai dit, mais c'est fantastique. Très vite, très peu de temps après, mon père m'a mise à Bordeaux et comme j'étais seule pour m'occuper, j'avais un copain qui était qui faisait Viti à Montagne. Donc il me faisait goûter, il m'expliquait le vin, et en fait j'ai dit attends, mais c'est hyper intéressant, donc j'ai dit attends, et après il a monté sa boîte et il a eu la chance d'être hébergé par Monsieur Rousseau chez Diva, qui lui prêtait un bureau. Voilà, pour démarrer dans la vie, parce que il n'avait pas un sou, donc Rousseau, super sympa, lui a dit, je vais t'aider, je te prête un bureau, après tu te démerdes. Mais Diva recevait, je sais pas, peut-être 50 ou 100 vins par jour à déguster, hein. Espagne, Argentine... Diva, les amis, juste pour les glouters, Diva est une maison, c'est un marchand de vin. C'est énorme, et puis c'est à l'international, donc... Comme ils vendent à l'international, ils recevaient aussi tous les vins de tous les pays qui font du vin. Donc Lionel, toutes les semaines, il m'appelait, tu veux, là c'est champagne, donc j'ai dit, champagne, j'ai dit, mais moi je sais pas goûter les champagnes. Justement, je vais t'apprendre. C'est d'abord du vin. Après il y a des bulles, mais tu vas le déguster comme un vin. Tu vois, c'est super intéressant, donc du coup, la bouche, le nez, les arômes... après essayer de se remémorer, essayer de, après sur les mêmes sur des choses que j'ai peut-être déjà goûtées, se dire ça j'ai trouvé, c'est un Saint-Julien, tu vois, je commençais à être pas trop mal. Puis je dis au final alors moi je voulais faire les beaux-arts, hein, tu vois, j'étais très éloignée, j'étais toujours dans ma optique, beaux-arts. Et mon père a dit c'est fin de non-recevoir, tu feras pas les beaux-arts. Tu gagneras jamais ta vie. Ok. Donc tu feras du commerce, ma fille. Et j'ai dit ok. Mais par contre, je pars 1 an aux États-Unis et je travaille dans une winery. Comme ça, quand je rentre, je pourrais vendre du vin. Et bon, ça s'est pas passé comme ça. Personne n'a voulu me prendre. Mais t'es partie aux États-Unis. Je suis partie aux États-Unis et j'ai travaillé dans une winery d'ailleurs. Voilà. Ouais. Et quand je suis rentrée, je comprenais pas. Je parle anglais. Je connais le vin, j'aime ça.
j'ai la pêche, je suis jeune et tout. Et c'était non, mademoiselle, revenez dans 2 ans, quand vous aurez l'expérience. Je suis mais dans 2 ans, si personne ne me prend, il n'y aura toujours pas d'expérience. Je suis toujours à 0. Quoi. Donc bon, chemin faisant, j'ai pris le premier job fiable qui se présentait à moi et c'était pas du tout dans le vin. Hein. Mais bon. Est-ce que tu as une saveur particulière lorsque tu bois du vin qui justement te replonge un peu dans ces souvenirs d'enfance? Est-ce que tu décernes toi aujourd'hui une sorte de Madeleine de Proust sur des parfums, des arômes qui te font du bien? Alors, j'adore les cailloux depuis que je suis toute petite. J'ai une fascination pour les cailloux. Alors déjà parce que j'avais un voisin très 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 âgé au fond de notre quartier, au fin fond des Pins, et il était archéologue. Wow. Il m'a fait découvrir des fours romains, des fours à goudron, justement pour faire l'étanchéité des barques. Il avait trouvé des fours à tuiles, donc ça veut dire que les Romains faisaient aussi des tuiles pour les maisons, les habitations, etc. Et Baptiste me montrait tout ça, et puis un jour il me fait un cadeau, il me donne un silex. Il avait trouvé un silex. Et de là, ma passion pour les cailloux est partie. Ce fameux silex, t'imagines? C'est un truc complètement délirant. Dans les Landes, tu trouves un silex, donc ça veut dire que c'est avant les Romains. Donc ça veut dire qu'au bord de l'eau, il y avait de la vie. Il y avait des hommes, il y avait des activités, alors la chasse, la pêche. Et je sais pas, je me faisais toute une montagne. Alors après, j'adorais... tu me parlais Homo sapiens, les grottes, les dessins. Après, j'étais partie sur l'Égypte à fond. Et toi, l'Égypte, voilà, je voyais plein de choses. Et j'adorais les cailloux. Donc, mon rêve, c'était d'aller en Égypte. Parce que, bon. Ouais, là, ils en ont fait des gros bâtiments. Ouais, des gros. Mais, et après, mon père, qui construisait des centrales à béton, à chaque fois qu'il partait dans une région, il me ramenait des cailloux aussi. Donc, j'aimais bien la pouzzolane. Tu vois, c'est la roche volcanique. Donc, quand il allait vers Clermont-Ferrand et tout ça. Et quand il y avait des éruptions, il y avait un sabot. Donc il m'avait ramené, mais c'était en forme de sabot, un vrai sabot. J'aurais peut-être même pu mettre mon pied dedans. Et c'était en lave, enfin en pouzzolane. Donc au fur et à mesure, je me promenais, je trouvais un caillou, je dis ah celui-là il est beau, je garde. Donc dans ma chambre, il y avait des cailloux partout. Bon, mon premier job, je sais pas si c'est le hasard, mais ça a été de vendre des cailloux. Voilà. Bon, pour le bâtiment, hein. Donc beaucoup moins sexy que les pyramides de Khéops ou l'Homo sapiens ou les fours romains. Mais bon, voilà. Bon, enfin, le caillou a toujours existé. Et puis après, le caillou marque le terroir. Alors tu peux avoir, puisque mon premier job c'était plutôt du lit de Garonne. Alors c'est plutôt rond, c'est grisâtre, un peu jaunâtre, enfin bon. Mais ça donne quelque chose. Tu viens à Saint-Émilion, t'es sur le plateau, c'est argilo-calcaire, t'as Astérie, donc t'as des coquillages fossilisés. Tu vas avoir un côté crayeux, salin, et puis peut-être plus de fraîcheur. Mais en fait, dans chaque terroir, il y a des cailloux, même si on ne les voit pas, il y en a. Ils disent quelque chose, quoi. Il y a de l'érosion. Le sable, hein, c'est un caillou, hein, quoi qu'il en soit. Mais le caillou est identitaire du terroir, hein, qu'il soit plutôt du sable, du galet ou de la roche, ça donne quelque chose. Et dans le vin, le goût, c'est pas le raisin qui le fait, c'est le sol. C'est le sol qui fait le goût du raisin. Ça ne vient que de là en fait. Que toute la matrice faite de sol, sous-sol, toute son origine, son identité, oui. C'est ce qui va composer l'aromatique de ce fruit pour toi. Ouais. J'avoue qu'au fil des années, hein, parce que j'ai plus 20 ans, alors même si je viens des Landes, je n'aime toujours pas les vins de sable.
même s'ils ont évolué maintenant. Les vins de sable des Landes ou même si là si je te propose un vin qui est fait sur sable, c'est niet, tu reconnais de suite ou c'est comment que ça se passe? En verra, j'en ai jamais bu. Bah, je vais essayer de corriger ça. Mais si j'en bois et que j'adore, ça sera parfait. Mais la matrice donc du jus de raisin, c'est le terroir. Et le terroir, c'est forcément les cailloux. Voilà. Quelle que soit sa forme, sa granulométrie, c'est le caillou. Mais je pense que mon cœur va plutôt sur des terroirs montagneux. Enfin, ça peut l'altitude. Oui, le calcaire, le grès, les schistes. Le schiste, pourquoi pas la puzzolane. Mais ça va donner quelque chose de sa structure, ça apporte quelque chose, ça a une âme supplémentaire quand même. Bon, je te propose qu'on aille découvrir un petit peu toutes ces âmes supplémentaires dans le prochain chapitre, puisqu'il s'appelle Terroir. On en parle, c'est de suite jingle. De grands terroirs impliquent de grandes responsabilités. Glou-glou. Axel, question simple, quelle est ta définition du mot terroir? Le terroir, c'est plus complexe que ce que l'on pourrait croire. Le terroir, alors évidemment, caillou, donc on va parler du sol. Mais le terroir, c'est un ensemble. C'est les arbres qui est à côté, c'est un cours d'eau, des fleurs, des insectes. C'est un melting pot de tout. Et un joli terroir, il faut qu'il ait tout. Parce qu'en fait, le terroir va s'enrichir des racines peut-être d'un chêne qui est à côté, qui va faire de l'humus, l'humus va développer une plante et qui va faire venir un insecte particulier, qui va amener des oiseaux, des prédateurs, donc peut-être des mulots. Il va y avoir qui mange les mulots, je sais pas, une buse, un renard. On a pas mal de lièvres et le lièvre, il fait ses petites crottes, il se balade et quand il se balade, dans ses pattes, il amène des graines de fleurs sur lesquelles il a marché. C'est tout. En fait, je pense que le terroir, c'est un ensemble. C'est pas que la terre et le sous-sol, c'est le sol et sous-sol. À la limite, on s'en fout. C'est pas vrai, on s'en fout pas. Mais pour que ce soit exceptionnel, je pense qu'il faut vraiment tout. Et après, je pense que le terroir, pour bien l'exprimer, il faut l'aimer et il faut bien le comprendre. C'est là, il faut le mettre en valeur. L'aimer, c'est pas mal ça. Le terroir, pour le mettre en valeur, il faut l'aimer. Et on a la chance, nous, en France, tu sais, on en parle souvent dans l'émission, avec donc les différents invités qui sont venus, et puis avec les glouters, qu'on échange sur Instagram ou autre, de parler de ces terroirs qui nous font rêver, ou de ces grands vins. Et souvent, il y a pas de mystère, il y a de très beaux paysages, il y a des femmes et des hommes qui sont ultra appliqués, passionnés, dédiés, à valoriser, à prendre soin, et donc à aimer ce petit morceau de terre ou ce puzzle qu'ils ont la chance de travailler durant le temps de nos vies, et c'est magique. Et donc merci pour ça. Je vous invite évidemment, les amis, à vous déplacer dans le Bordelais, prendre la voiture du côté de Saint-Émilion. Primo, le village est vraiment magnifique, mais lorsqu'on arrive sur Croix-de-l'Abri, il se passe quelque chose. Il y a une compréhension d'ailleurs à vue d'œil de ces petites parcelles, de ce micro-chai, ce micro-cuvier, on dirait une dinette, et on sent surtout qu'il y a une vraie application, qu'il y a de la vie. Il y a ta collection de cailloux qu'on retrouve, des fossiles extraordinaires qui remontent à la surface, tu m'expliquais. Je trouve ça fascinant. Et puis des grands vins. Mais ça sera à vous de le découvrir, à vous de vous renseigner, de questionner vos amis cavistes, et pourquoi pas donc de venir au domaine. Est-ce que toi, en dehors du terroir aujourd'hui que
justement, que tu chéris. Est-ce qu'il y a d'autres terroirs qui t'ont marqué dans ta vie, des lieux où, peut-être liés d'ailleurs à leur vin, que tu aimerais nous partager? Moi, j'aime tous les terroirs, j'aime beaucoup la nature et tu peux faire toutes les régions de France, partout où il y a du vin, je trouve que tout est beau. À l'étranger, les vignobles en général, ils sont toujours dans des emplacements de folie, c'est toujours beau. Franchement, à dire s'il y en a un que je préfère, je sais pas. Si, peut-être j'ai un coup de cœur pour l'Italie, la Toscane, mais bon, Vallonné. C'est un petit peu loin de Saint-Émilion, mais... Il y a une petite similitude, quand même, d'ailleurs, avec Saint-Émilion. Bon, le climat est un petit peu plus sympathique avec eux, parce qu'en fait, il fait toujours beau, hein, voilà. Mais j'adore l'Italie. Alors, d'abord, j'adore manger. Parce que moi, je suis une épicurienne, donc je mange, je bois du vin, beaucoup, mais sur prescription de mon médecin, bien sûr. Bien sûr. Je respecte les doses. Non, on va en reparler après, ça, de la consommation. Ça arrive juste après. Non, la Toscane, ouais. Non, on est allé en vacances avec Pierre et Camille. On est tombé dans un endroit paradisiaque. Les bâtiments sont en pierre, il y a une âme, c'est beau. Les allées de cyprès. La nourriture, moi j'adore la nourriture méridionale, donc c'est à tomber par terre, c'est super sain. Il y a aussi une notion de partage, hein, tu sais, c'est les antipastilles, tu manges, tu commences, tu picores, tout le monde parle, et t'as le décor qui est fantastique, c'est beau, tu vas visiter les vignobles. Les chais sont... Tu vois, les Italiens, ils ont un raffinement que nous, on a eu je pense, hein, qu'on perd. Mais eux, quelle que soit la classe sociale, ils ont toujours ce raffinement. Ils l'ont pas perdu. C'est dans leur gène. Ils aiment être bien habillés. Ça, c'est vrai. Les plats sont bien préparés, les assiettes sont bien servies, bien dressées. Et les chais, mais j'ai vu des chais, et je me suis dit, mais je pensais que ça existait que dans James Bond. J'ai visité un chais, il y avait un coffre-fort. Donc tu rentres dans le chais, et puis on te dit, le clou du spectacle, donc des acheteurs, on nous laisse achète nos vins, les laisse chez nous. Et là, hop, ils ouvrent la grosse porte. T'as 2 grosses portes énormes qui s'ouvrent. Et là, t'es dans un coffre-fort de l'espace. C'est une cave privative. Et t'as les noms des personnes et t'as leurs bouteilles. Et j'ai dit, waouh, c'est juste, mais c'est dément. Putain, ça me fait penser. J'ai eu la chance d'y aller pour la première fois il y a à peu près 1 an en Toscane, c'était la première fois, donc pareil, émerveillé, puis tu parlais de la cuisine, enfin tout est extraordinaire, la météo, les paysages, et j'ai eu la chance de pénétrer dans un domaine qui est pas très grand, hein, 11 hectares de vignes, et qui est assez reconnu, Masseto, donc qui est connu, donc on est dans ce qu'on appelle un super toscan, on est dans la commune de Bolgheri, 100% merlot, sur un joli petit coteau. J'avais avec moi mon drone que j'avais pu envoyer, et c'était un coucher de soleil, enfin voilà, il y avait des couleurs de paysage dingue. Et lorsqu'on visite la cave, donc tu t'enfonces, en fait, tu rentres dans les cailloux, quoi. Et là, contre toute attente, tu descends, donc très joli chai à barrique, et contre un mur, il se voit à peine un petit bouton. Et là, tu parlais de James Bond, mais j'étais là, mais où est-ce qu'on est? C'est fou. Il s'appuie sur le bouton, et là, une porte sort du mur, et accès dans une salle presque vitrée, une salle des glaces quelque part, très métallique, alu, mais un style, un raffinement, mais fabuleux. Et donc là, tout ce trésor de Masseto. Et donc Masseto, les amis, bon, c'est un vin qui coûte aujourd'hui beaucoup d'argent. J'étais content, en tout cas, moi, de m'y rendre pour comprendre aussi, peut-être un peu mieux pourquoi ça coûtait autant d'argent. Alors, peut-être pas nécessairement pour ce gadget, mais parce qu'effectivement, il y a une vraie attention et il y a un climat très particulier et les vins sont absolument délicieux. Mais ce chai m'avait marqué, celui de Masseto, c'était,
C'est assez grandiose. Et on avait visité un autre chai et en fait il y avait de l'art partout. Des tableaux, des sculptures en verre, tout le plafond avec comme des gouttes, enfin tu sais, du verre soufflé mais comme des gouttes d'eau, enfin avec des lumières, des statues. Tu visites, enfin tu goûtes le vin, tu vois le chai, il y a toutes ces statues. Toute cette influence artistique quoi qui t'accompagne. Tu sors, il y a des statues partout, tu te balades dans le parc et t'entends les cigales, c'est beau. T'as goûté les vins d'une élégance, comme le chai, comme les sculptures, comme tout. Et je trouve que ça a un côté très apaisant de pouvoir combiner le côté artistique et le vin, parce que au final, le vin, c'est de l'art. Et ça matche bien ensemble. Et souvent, ça dit des choses, justement. Que c'est un peu le concept de l'émission, tu le sais, ce que le vin dit de nous, et tellement de choses disent des choses, en fin de compte, et notamment le soin qu'applique peut-être ce domaine là où vous étiez, tu vois, le soin de choisir telle ou telle sculpture, d'y mettre telle ou telle œuvre, enfin ça montre une certaine réflexion, je pense, et qui est en adéquation avec justement une volonté de produire un grand vin issu d'un terroir. Ouais, mais tu vois, je me demande même si le fait d'intégrer l'art pendant la visite du chai, du parc, est-ce que quelque part ça ne conditionne pas ta dégustation ? Sûrement. Parce que tu es apaisé, tu as vu que des belles choses, donc tu t'attends à ce que le vin soit à l'unisson, et c'est le cas. Donc tu repars, tu as le smile, et tu dis waouh. Et c'est pour ça, on le dit et on le redit, allez rendre visite à nos amis vignerons. Voilà, déplacez-vous dans les vignobles parce qu'il y a des surprises derrière chaque porte. Et puis on se crée une expérience, on façonne le goût et on crée des souvenirs comme ceux qu'on est en train de partager avec vous, les amis. Pour revenir rapidement, quand même, j'ai envie que tu nous en parles. Toi, quel paysage peut-être ou quel mot t'aimerais utiliser pour nous décrire ton jardin ? Alors, effectivement, c'est un jardin. Alors, malheureusement, pas potager, parce que j'ai pas la place, sinon je le ferais. Mais en fait, Croix de l'Abri, c'est une mosaïque de petites parcelles. 90% est sur le plateau argilo-calcaire, sur Astéry. C'est très tempéré parce qu'on est sur un des points culminants de Saint-Émilion. Bon, on n'est pas à la montagne, attention, hein. Je crois qu'on est à 101 mètres au-dessus de la mer. Bon, ça paraît dérisoire pour les montagnards, mais... Pour Saint-Émilion et pour Bordeaux, ça veut dire beaucoup. Ouais, Bordeaux, c'est énorme. Donc on a plein de petites parcelles. Alors, je les connais toutes, parce que c'est facile. Et puis c'est marrant parce qu'au fil des ans, il y en avait certaines que j'aimais pas trop, et puis maintenant je les aime beaucoup. Parce que je m'en suis bien occupée et elles me le rendent tellement que... Ça communique. Elles sont plus belles et comme je les trouve beaucoup plus belles... Tu travailles encore plus dessus. Ouais, et puis j'ai des parcelles où... Jamais toute seule, parce que je suis toute seule, parce que c'est perdu, et puis il n'y a personne. Donc j'entends pas de voiture, je vois personne. Ça me ressource. Je regarde tous les pieds, parce que on a la tête dedans, on touche, on voit, et on voit des choses. Et c'est une histoire d'amour avec mes parcelles. Et puis tu as des vibrations. La vigne, c'est un être vivant, et le sol est vivant. Et j'ai découvert il n'y a pas très longtemps que je pouvais ressentir les champs magnétiques, tout ça, tu vois. Et je pense qu'il y a des parcelles où... tu as des flux d'énergie plus... Ouais, l'énergie est différente et je suis apaisée quand j'y vais. C'est un peu... Alors, je ne suis pas perchée, hein. Alors, j'adore. Je suis pas perchée, mais je le dis parce que en fait c'est mon cœur et mon corps qui le disent, parce qu'en fait ça m'apaise. Donc il y a vraiment, c'est une histoire
Donc c'était un jardin, parce que moi quand j'étais petite, je faisais toujours le potager avec ma grand-mère maternelle, qui faisait un potager, il y en avait pour 15 personnes au moins. Donc ça allait de la salade, mais dans son potager, chose à laquelle elle ne pensait pas et elle ne savait pas, mais que nous aujourd'hui nous savons, il y avait des fleurs. Elle mariait un peu le côté floral pour faire des bouquets, toi au milieu des haricots verts, des tomates, des asperges. Et sans le savoir, elle faisait une mixité qui était bénéfique pour un légume, parce que les insectes qui allaient sur la fleur allaient peut-être manger l'insecte, ou un oiseau qui allait venir allait manger l'insecte à côté. Ça, sans le savoir, elle faisait ça, mais j'ai toujours... C'était le bon sens paysan qu'on disait, tu penses? C'est pratique ou... Non, c'est pratique parce que quand je fais le potager, je peux aussi désherber mes fleurs. Je les vois quand il faut les couper avant qu'elles fanent, je les coupe pour faire des bouquets. Et quelque part, ce que nous, enfin moi je ne l'ai pas perdu, mais je pense que la civilisation aujourd'hui l'a perdu, elle regardait les saisons. Et ma grand-mère n'a jamais changé sa pendule. Quand ils ont changé l'horaire, heure d'été, heure d'hiver, ma grand-mère a toujours laissé l'heure d'hiver. Ok. Voilà. Alors c'était compliqué, hein, au début. Parce que bon, forcément. Un petit côté anticonformiste, la grand-mère, j'adore. Ouais, non, ma grand-mère était exceptionnelle. Pendant la guerre, elle allait chasser, elle revenait avec le gibier. Non, mais c'était une sacrée femme. Hein. Ouais. Et en fait, là, quand tu te retrouves dans ces parcelles de vignes, seul, et à ressentir quand même une vibrance, une énergie particulière, ce moment et d'apaisement, c'est marrant parce que là tu reconnectes direct avec justement ces souvenirs des potagers de ta grand-mère. Ah ouais, donc on était bien toutes les deux là, c'était top, ouais. C'est chouette. Non, et puis tu savais que c'était tôt le matin, hein. Il fallait arroser tôt le matin, donc après tu désherbais, après il fallait re-arroser presque avant la tombée de nuit. Ramasser les légumes au bon moment pour pas qu'ils soient trop gros, tu vois, les haricots verts parce qu'il fallait pas qu'ils filent. Le stockage, les pommes de terre à la cave, elle faisait des pommes de terre, il y en avait pour 10 ou 15 personnes, mais on avait des pommes de terre pendant 1 an. J'ai la chance d'avoir des grands-parents qui ont à peu près le même fonctionnement. Il y a encore, il y a des ruches, il y a les poules, il y a un potager extraordinaire avec des fleurs au milieu. Donc ça me parle énormément et c'est génial, quoi. C'est super inspirant, ça. Aujourd'hui, c'est une chance d'avoir tout ça parce que ça disparaît. On perd la culture justement du potager, d'avoir peut-être des ruches, d'avoir des fleurs pour se faire un vrai bouquet de fleurs avec tes fleurs de ton jardin. Tu vois, ça c'est... Attends, je leur fais un petit coucou s'ils écoutent l'émission parce que nous on a un groupe WhatsApp de famille et je pense toutes les semaines ma grand-mère ou ma tante envoie justement les photos de fleurs coupées du jardin, tu vois, mais c'est exactement ça et c'est génial. J'aime accueillir les gens avec un vrai bouquet de fleurs de mon jardin et pas de chez le fleuriste. Je pense que le bouquet du jardin, ça a une grande importance parce que ce sont des fleurs de saison et ça te reconnecte à la réalité. Et après, j'aime bien faire sécher des fleurs que je garde. Bon, après, quand j'en ai marre, alors soit je mets un petit coup de peinture, tu vois, des paillettes dorées pour Noël, tu mets un petit ruban rouge et hop, c'est reparti pour un tour. Et puis après, bon, tu le jettes, mais utiliser la nature, tu vois. Pas être dans la société de surconsommation. Pour s'ancrer dans le réel. Ouais, je pense. Et cette notion de travail aussi qui est là. Parce que justement, un potager, c'est pas le tout d'en avoir un, mais il faut effectivement... c'est énormément de travail. C'est beaucoup de travail. Bon, en tout cas, tu me disais que c'était un élément comme ces parcelles de Croix-de-l'Abri qui t'apaisent. J'espère que tu es apaisé, puisque là, on va parler, c'est sérieux, là, on va parler consommation. Tu nous as dit que c'était prescrit apparemment par ton médecin, donc c'est ce qu'on va voir. Gamma GT, let's go. Glouglou, le podcast à écouter sans modération. Cher Axel, bon,
Primo, c'est un plaisir d'enregistrer cette émission avec toi, les amis. Donc, nous sommes dans la région bordelaise. On est à ton domicile. On n'est pas sur le domaine même. Et Axel, là, c'est le moment de parler consommation. Alors, il y a une tradition chez Glouglou, c'est de découvrir la fréquence de consommation de notre invité. Elle est la suivante. De 1 à 7 jours semaine. Qu'en est-elle ? Tous les jours. Bon, ben voilà. Comment t'aimes te faire plaisir ? Moi, j'aime bien boire un petit verre de blanc. C'est le petit moment de détente, tu vois, et de partage. Après, si on est plusieurs, c'est une ou plusieurs bouteilles de vin. Et pas que les tiens. Heureusement. J'essaie de pas trop en boire parce que comme j'en produis Il y en a pas pas beaucoup, si je le bois, j'ai plus rien à vendre. Donc, non, en fait... J'aime tous les vins de toutes les régions et de tous les pays, à partir du moment où il est bon, enfin, soyons clairs. Et qu'il n'est pas fait sur des sables. J'ai été en Égypte, il y a beaucoup de sable, bon, il y a beaucoup de cailloux quand même. Et t'avais des vignes ? Il y a des vignes, c'est... Comment dire ? C'était un peu... Ça t'a replongé dans tes premiers souvenirs liés au vin de ton grand-père qui... Je me suis dit que c'était vraiment pas bon, quoi. Donc, alors par contre, oui, on a eu bu des vins du Liban, d'Israël, enfin des choses extraordinaires, dans des pays qui sont excessivement chauds. Mais avec la chance, c'est qu'ils ont des montagnes aussi. Donc, avec les amplitudes thermiques, ils arrivent à avoir des choses fantastiques. L'influence méditerranéenne qui est là aussi en tampon. Ouais, mais oui, dans les pays chauds, on peut faire des choses très fraîches. Assez bluffant, ça. Oui, c'est bluffant parce qu'au début, tu dis, ça va être hyper massif, alcooleux, on va pas pouvoir le boire, ça va être... Et en fait, tu dis, waouh. Mais tu parlais tout à l'heure de votre Croix de l'Abri 2022. Je pense, les amis, vous vous en souvenez, 2022, ça a été marqué, hélas, par de nombreux incendies, notamment dans notre région. On a vu toute la côte, le bassin d'Arcachon, jusque dans les Landes brûlées. Il y a eu des images catastrophiques. C'est un millésime ou du moins une vendange qui s'est faite dans des conditions vraiment extrêmes. Et ce qui est le plus surprenant, en fin de compte, c'est là où on se dit, mais la vigne, cette liane est juste extraordinaire. Elle est tellement résiliente. C'est quand on goûte ton vin en l'occurrence, et puis franchement plein d'autres, on a découvert, on était surpris, je pense, de voir autant de fraîcheur dans les vins. Parce que quand on sait d'où il vient, on se dit, putain, c'est des vins qui ont été faits dans les flammes, quoi. C'était... Et non, et notamment, tu nous parlais, chez vous, à Croix de l'Abri, c'est calcaire à Astérie. En fin de compte, la vigne, quand on se baladait l'été, enfin en 2022, chez vous, la vigne, elle était bien verte. Hein. Ça, c'est fou, quoi. Ouais, elle était très verte parce qu'il y en avait à côté qui étaient un peu jaunes, donc... Ouais, tu voyais bien. Ça se voyait... Non, mais c'était criant, hein. On aurait dû prendre des photos, d'ailleurs. Mais c'est là où j'ai commencé à tresser. Est-ce que tu peux expliquer, tresser, qu'est-ce que ça veut dire, en quoi ça consiste ? Alors, je vais essayer de faire un truc assez simple, hein. La vigne, c'est une liane. À partir du moment où elle a un support, elle monte. Elle va chercher la lumière, le soleil. Donc elle monte. D'ailleurs, on peut mettre un pied de vigne au pied d'un chêne. Elle va s'attacher au chêne et elle va monter dans l'arbre. Hein. Et ça, c'est top en plus. Hein. Mais on va voir qu'il y a une taille qu'elle ne va pas dépasser. Hein. Donc en viticulture, ce qui se fait... et qui se fera encore toujours d'ailleurs, on écime les têtes de la vigne pour qu'il n'y ait pas trop de feuillage, que ça aille pas trop, pour pas que ça retombe. Donc on a des tracteurs avec des petits couteaux et on vient couper les têtes. Donc ça s'appelle écimer. La vigne, alors c'est un peu à partir dans l'Antiquité grecque, si on lui coupe la tête, elle repousse. Hein. C'est comme ça. Donc j'avais des parcelles un petit peu en souffrance et puis on va essayer de tresser. À partir du moment où on ne coupe pas la tête de la vigne, elle n'a pas de signal de repousse. Donc elle s'arrête de pousser. Donc en tressant, elle va s'allonger de la longueur nécessaire pour elle pour faire de la photosynthèse, mais ça va s'arrêter là. Donc, quand on écime, on lui coupe la tête, donc elle met de l'énergie pour repousser. Si on la tresse,
toute l'énergie, elle la garde dans les racines. Et donc le flux de sève peut être plus régulier, plus abondant, et surtout elle nourrit ses raisins. En fait, la vigne, quand elle a ses raisins, c'est comme une maman, elle nourrit ses petits, hein, et elle les protège. Elle ne va jamais les abandonner, elle va préférer se laisser mourir plutôt que d'abandonner ses raisins. Donc, en fait, la vigne, oui, il faut la traiter comme quand elle a ses fruits, c'est une maman, hein. Et si elle ne met pas d'énergie à repousser, eh ben, en fait, elle va nourrir les raisins. Mais elle va prendre tout ce qu'il y a de meilleur dans les sols, puisque elle se concentre dans ce qu'il y a dans les sols. Donc elle va prendre les minéraux, elle va amener de l'eau, et elle va bien s'occuper de ses grappes. Et en 2022, le fait d'avoir fait ça, ça a été une révélation. De se dire, en fait, on est des cons, quoi. Hein. On passe notre temps avec notre tracteur en train de décimer, alors que tu fais ça, t'as plus rien à faire. Alors, c'est beaucoup de boulot. Ouais, c'est beaucoup de boulot, mais t'as plus rien à faire après. Donc, Et t'as vu vraiment... Ouais, ça a été un peu jour-nuit, quoi. Ben oui, donc t'as des mises en réserve, donc t'as des bois qui deviennent énormes, les fruits n'ont eu aucun impact avec la chaleur, donc il n'y a pas eu de flétrissement. Ils sont restés super gros, un jus de folie. Ça a fait une ombre portée, donc en plus, tout bénéfice, t'avais de l'ombre sur le rang suivant. Donc en cascade, sans faire exprès, hein, tu fais de l'ombre sur le rang suivant. La vigne alimente ses raisins, puisqu'elle a arrêté de pousser, donc elle est tranquille. Et tu tresses sur un fil de fer. Sur le fil le plus haut. Ok. Voilà. Tu passes quand même les rameaux dans les leveuses, tu pinces, et après, tout ce qui dépasse sur le fil du haut, tu l'enroules. Bon, c'est un peu fastidieux, mais c'est super plaisant de faire ça aussi. Ouais, je m'entraîne actuellement, c'est pour ça que je suis très attentif sur un passiflore. Alors c'est pas de la vigne, mais je le tresse en hauteur. C'est le même principe. Mais voilà, du coup, j'ai une petite image. Voilà, on reste dans le domaine aussi là du vivant et des fleurs, et j'adore ça. On revient à la consommation. J'aime bien quand tu dis, j'aime bien boire un petit coup de blanc, notamment en fin de journée. Hop, on se pose, on parle, on se raconte la journée, on se détend. Moi, j'ai une petite anecdote quand même, parce que, chers amis, je dois vous avouer, avec Axel, évidemment, si j'ai voulu enregistrer cette émission donc avec toi, c'est parce qu'on se connaît. Tu m'as reçu plusieurs fois donc chez vous à Croix-de-l'Abri, et toujours avec une grande générosité, et j'ai adoré ta personnalité. Et puis notamment une anecdote, parce que tu m'as dit très bonnement, justement, nous, on aime bien prendre l'apéro, vous êtes des bons vivants avec Pierrot, et ça, c'est un régal absolu. Bon, lui qui vient du Cantal, alors là, c'est une autre histoire. Mais, voilà, Croix-de-l'Abri, vous faites pas beaucoup de vin, parce que vous avez un tout petit domaine, mais pour autant, t'as germé une idée en tête, c'est d'aller sourcer des chardonnays sur les terroirs d'altitude des terrasses du Larzac, et si je dis pas de bêtises, une petite proportion du côté de Cognac, pour faire votre cuvée sourcing qui s'appelle donc Camille de l'Abri, qui est un vin de copain par excellence, qui est un vin qui n'excède pas, je pense, une dizaine d'euros chez un caviste, neuf, vous voyez, rendez-vous compte. Et une bouteille, voilà, qu'on peut dire un peu dangereuse, parce que c'est vrai que c'est très bon. C'est des chardonnays super frais, tendus, vifs, idéal pour les apéros, pour les poissons, etc. Et voilà, j'ai trouvé l'idée assez ingénieuse, et vous faites d'ailleurs aussi ce même procédé avec Camille de l'Abri rouge, où là c'est un sourcing de copains aussi, avec des jolis raisins, bien sélectionnés, bien sourcés, assez infusés, je trouve, dans le style très clinquant, très vivant, et donc c'est plutôt sympa ça. Ça, c'est suite à une rencontre de Pierre avec le sommelier de Ducasse à Paris, et il dit Croix-de-l'Abri, c'est chouette et tout, Chapelle de l'Abri, c'est sympa et tout. Puis il dit, vous n'avez pas un petit Bordeaux là, simple, truc tout simple, mais bon, hein, Pierre il fait, là c'est Saint-Émilion, alors on essaie de faire quand même des grands vins, on a un vin, anciennement vin de garage, donc on est toujours
Dans la petite taille, petite exploitation, on essaie de faire comme les grands sans avoir les moyens. Donc, des coûts de production qui sont forcément élevés. Donc, on s'est un petit peu obstiné à faire des grands vins, mais ouais, je peux réfléchir à faire des choses peut-être un peu plus accessibles. Puis on s'est dit, faire un Bordeaux, on est à Saint-Émilion, c'est nul. Puis en fait, on a dit non, on va le faire. On le fait, il retourne à Paris. Le sommelier dit ouais, super, enfin un Bordeaux de buvable. Ouais, c'est pas très sympa. Ça, c'est pas sympa. Hein. Ouais, là c'est un peu violent. Non, je pense que peut-être qu'il était peut-être jamais venu à Bordeaux. Hein. Enfin, je sais pas. S'il écoute, c'est. Non, je pense qu'il est venu à Bordeaux, mais qu'il a goûté que des grands vins. Ouais. Je pense qu'à Bordeaux, on est aujourd'hui, hein, à l'heure à laquelle je vous parle, on est la meilleure best value dans le monde. C'est des petits vins pas chers et c'est ce qu'il y a de meilleur. Donc c'est dommage. Mais on les connaît pas. Mais on les connaît pas, quoi. Tu sais, on a reçu, c'était d'ailleurs la première émission, mon ami d'enfance Rémi Lameura, qui s'est installé à Ivrac, petit domaine de 10 hectares, et son domaine Grand Jour, donc Bordeaux, c'est 12 € chez un bon caviste. Alors évidemment, hein, c'est compliqué d'aller en dessous parce que aujourd'hui on veut aussi, on en parlait, on veut du bio, on veut plein de choses, on est très exigeants nous les consommateurs. Putain, à 12 € tu goûtes ce merlot qui dégouline de fruits, c'est juste extraordinaire. Et ça c'est le visage de Bordeaux. Un Camille Delabry, voilà, on se fait plaisir sur un budget très très abordable. On boit Bordeaux, on se régale, il y a beaucoup d'éclats, beaucoup de fruits. Voilà, il y a cette multitude-là, mais c'est vrai que c'est difficile d'exister. Souvent, lorsqu'on pense à cette catégorie de vin, j'ai l'impression que il y a une petite photo qui se met dans notre cerveau, qui nous ramène dans les rayons de supermarché, qui sont évidemment, oui, peut-être pas très sexy. Il y a peut-être pas l'histoire, il y a peut-être pas le conseil qui vous est apporté, et encore pas dans tous les magasins, je pense. Mais ça serait chouette de reconsidérer Bordeaux, cette région que j'aime énormément, dans sa globalité, avec ses nuances, avec sa diversité. Je pense qu'il faut travailler dur et c'est beau de voir justement toute cette énergie qui émane de cette région, quoi. Elle est vertigineuse certes, mais intéressez-vous à ça, parce qu'effectivement quand on entend un chef sommelier d'un grand établissement, là tu me parlais de Ducasse, c'est peut-être le plus grand des plus grands, dire enfin goûter un Bordeaux bon. Waouh, je suis pas vigneron, mais je me mets à votre place, c'est quand même un peu dur. C'est un peu violent. Ouais. Mais quand c'est ton vin, tu fais bon. Par contre, tu dis merci. Tu dis bon, ça c'est banco, quoi. Et tu dis, je mets au verre, je mets ça à la brasserie et tout, ça va faire jackpot. Donc tu dis waouh. Mais tu dis, mais c'est bête, parce que des vins comme celui qu'on a présenté, il y en a des centaines. Et le souci, c'est comment les faire connaître. Bon, après, il n'y a pas de fumée sans feu. Hein. Si tu prends pas ta valise et que tu vas pas taper aux portes... on risque pas de frapper à la tienne pour te demander... Et il faut goûter, quoi. Il faut que les mecs y goûtent. Il faut goûter. Et puis, il y a des surprises. Hein. Il y a des super trucs. Hein. Pas cher, bon... Et puis tu te fais plaisir. Moi je trouve que c'est la plus belle mission, c'est de trouver cette bouteille au rapport qualité-prix extraordinaire, qui te régale, qui te fait plaisir. Parce qu'une fois que tu l'as trouvé, ou quand t'en trouves même plusieurs, c'est ces vins de partage, t'as pas peur de les ouvrir, quoi. T'y vas. Alors je vais t'avouer, c'est pas du chauvinisme, hein, mais des fois je vais au resto, puis tu dis, je prends qu'un verre, hein, parce que faut bosser et tout. Vous avez quoi au verre ? Alors j'ai ça du Languedoc, j'ai un Côte-du-Rhône, j'ai un Bourgogne, appellation Bourgogne, là, tu sais, qui est maintenant dans le Beaujolais, là. Tu dis waouh, super. Et sinon j'ai du Camille rouge. Je fais je crois que je vais prendre un petit verre de Camille rouge. Est-ce que tu penses que des fois c'est à cause de toi qu'on dit les Bordelais quand ils viennent au restaurant ils boivent que leur vin, quoi? Ouais, mais le problème c'est qu'aujourd'hui, si tu regardes bien dans les restaurants à Bordeaux, il n'y a quasiment pas de Bordeaux à la carte.
Donc, alors, par chauvinisme, par contre, même si je sais que le vin, je ne l'aime pas, je vais quand même le prendre pour prendre du Bordeaux. Tu soulèves un sujet, on en a un petit peu parlé déjà sur les émissions. C'est vrai, les amis, lorsqu'on se balade en France sur les territoires et dans les régions viticoles, bien souvent, lorsqu'on ouvre la carte d'un restaurant, elle brille justement par sa diversité, son offre athlétique liée, rattachée à la région. Et on constate, avec un certain étonnement, qu'à Bordeaux, eh bien, ça peut être petite mission de trouver une carte vraiment fournie et qui montre Bordeaux, j'en parlais, dans sa diversité, donc pas le premier étage à 50, 100 ou 500 balles, vraiment montrer l'accessibilité. Alors, quand vous êtes à Bordeaux, que vous travaillez dans le vin, que vous en êtes passionné, que vous goûtez toute la semaine des vins de Bordeaux, allez dans ces établissements, c'est un pur régal. Et j'ai plein de bonnes adresses à vous conseiller, ou parce qu'il y a une ouverture et on a voilà ces pépites dans le Languedoc, dans la Loire, dans le Beaujolais, enfin partout et à travers même au-delà des frontières françaises. Mais enfin, il y a peut-être un dialogue là aussi à nouer avec nos amis restaurateurs. Et je parle véritablement de dialogue. Dire qu'il y a quand même des gens qui font des milliers de kilomètres chaque année pour venir dans cette belle région et ça serait important qu'ils boivent des vins de Bordeaux, que la jeunesse, on lit toutes les semaines des articles disant peut-être que les jeunes boivent moins de vin. Eh bien, un verre de vin à 3 €, ça pourrait être peut-être une première tentation pour l'étudiant qui a quand même 3 francs 6 sous en poche. Et donc, donner des accès, voilà. Et puis, attention aux coefficients, ça, on en parle assez souvent dans l'émission parce que des fois, ça crée de la frustration et on sort du resto et on se dit mince, j'aurais bien aimé accompagner ça d'un bon verre, d'une bonne bouteille de vin et puis... J'ai pris qu'un verre, justement. Alors moi, j'ai une autre tactique. Le droit de bouchon ? Quand je vois au verre qu'il n'y a que de la merde, parce que bon, à 6 balles, ils servent de la merde. Non, faut être clair. Enfin, parce que la bouteille, ils l'ont achetée à 2,50 €, mais le verre, il est à 6. Donc, bon, c'est sûr que 6 verres dans la bouteille, bingo des marques. Bon, après, ils se plaignent de ne pas vendre de vin, mais bon, voilà. Moi, j'ai une autre stratégie. Je me jette la super bouteille parce que j'ai vraiment envie de me faire plaisir. Je suis au resto et puis comme je fais du vin et que j'en ai marre de boire les vins des potes et tout, je veux changer, je veux boire autre chose. Mais je veux boire un truc bon. Je me prends la bouteille, je suis toute seule, m'en fous. Et j'ai dit, alors moi je vais prendre cette bouteille là. Ah mais madame, vous êtes toute seule. Je fais, je m'en fous. Vous allez me laisser le bouchon et je vais repartir avec. Donc je vais boire un verre ou deux. Et puis après, je repars avec ma bouteille. Ah oui, pas de problème. Je dis, c'est sûr qu'il n'y a pas de problème, je l'ai payé la bouteille, donc je repars avec. Mais tu fais bien de le dire, on peut repartir avec la bouteille si elle n'est pas finie. Ouais, c'est le doggy bag. J'ai passé une année aux États-Unis. Alors, je t'avoue, je repartais pas avec mon mauvais burger. Je disais, non, c'est bon, vous pouvez le foutre à la poubelle. Hein. Mais aux US, voilà, tous les restaurants, bons ou pas bons, fast-food ou bonne bistronomie, parce qu'il y a des trucs sympas aussi aux US. Il y a des grands restaurants. À chaque fois, c'est est-ce que vous voulez repartir avec ? Les Américains, ils repartent tous avec leur doggy bag, tous. Et moi, je dis, pourquoi le vin tu te payerais pas une bonne bouteille, t'en bois un verre, tu repars avec ta bouteille. Il n'y a pas de honte à ça, tu l'as payé, donc tu pars avec. Et tu t'es fait plaisir, t'as bu un bon vin. On n'est pas obligé de se coltiner des vins de merde parce que c'est au verre, quoi. Là, on peut aussi boire des bons vins. Je comprends ta logique. Et puis, je vous parlais de droit de bouchon, parce que ça, c'est aussi une autre technique. Il faut appeler le restaurateur avant de prendre place à table et lui demander si on peut amener une bouteille. Et en fonction des établissements, on peut vous demander un droit de bouchon, donc un petit quelque chose, 20 €, 30 €, enfin, ça dépend. Mais souvent, c'est fixe, peu importe la qualité de la bouteille que vous apportez. Et donc, ça peut être assez sympa pour boire une très bonne bouteille avec vos proches, vos amis, votre femme et passer un super moment. Et puis des fois, il vous demande rien, juste vous jouez le jeu, vous prenez une bouteille chez lui, vous amenez votre bouteille. Et ça, j'adore. Il y a quand même pas mal de restaurateurs qui sont assez ok et open à cette idée-là et c'est plutôt sympa. Bon, moi, un petit droit de bouchon, je dis pas non, toi, 5 €, 6, 7. Après 30 ou 40 balles, non. Non. À moins d'amener une bouteille de Pétrus. Et là, je dis, bon, ça me choque pas, tu vois, 40 €, bon, on peut où on en est. Hein. Oui. Non, le droit de bouchon, non. Enfin, il faut pas qu'il soit excessif non plus. Il faut que ce soit une petite somme. On va écrire un guide
2-3 projets de loi, peut-être pour qu'on vive bien tous ensemble au restaurant. Mais on connaît aussi plein d'établissements qui ont une offre au verre de malade mental, où ils te font plaisir, ils t'ouvrent des super jus, quoi. Alors, je vais pas faire de la pub, mais il y a un fameux restaurant à Bordeaux que tout le monde connaît, où on peut boire des super vins avec des prix tout à fait raisonnables. Allez-y, dites-nous. Alors, je crois que c'est vers Mériadec, le bistrot du sommelier. Est-ce que t'as un petit rituel, justement, quand tu bois un verre de vin le soir? Est-ce que c'est accompagné d'un petit apéritif, d'un petit quelque chose, ou est-ce que t'as une alliance, un accord mets et vin qui te transcende? Bon, alors à la maison, la semaine, pour tout te dire, le frigo il est vide. Hein. Donc j'ai rien associé. Voilà. Je vous le dis, je vais pas vous raconter l'histoire. J'ai pas le temps de faire les courses. Donc, non, mais. Alors moi, j'adore tout ce qui est libanais. Alors. Tu me mets de l'eau mousse et tout, bah alors là je suis aux anges. Et bien tu vois, ça me fait penser au prochain chapitre qui s'avance tout doucement, c'est celui des coups de foudre et des coups de cœur. C'est maintenant. Glou-glou. Pour l'amour du coup. Les amis, on est ensemble avec Axel Courdurier, vigneronne engagé sur un petit jardin de 5 hectares de vignes à Saint-Émilion, Croix-de-l'Abri. Je vous invite à aller découvrir les vins et à vous y rendre. Place nette maintenant au coup de cœur, au coup de foudre. Est-ce que tu aurais, j'imagine plusieurs, mais une anecdote à nous raconter sur une bouteille qui t'a littéralement marqué et sa provenance peut-être? Ouais, je crois qu'avec Pierre, notre meilleur souvenir d'une bouteille de vin, bon, on était jeunes. Hein. Pierre a travaillé chez La Berry, donc toi, saumon, caviar... à l'export et puis et moi au béton, bon, t'as qu'à voir. Donc comme on a super bien performé, on m'avait offert je sais pas 1000 francs à l'époque en bon relais château et on va chez Guérard, Eugénie-les-Bains. Alors toi les deux, on était vachement intimidés, c'était la première fois qu'on est dans un étoilé. Toi, le costume, bien habillé, tout, on savait pas, on se tient bien droit, enfin, attention, t'as 36 000 fourchettes, 36 000 couteaux, alors toujours à l'extérieur. Vers l'intérieur. Tu dis, attends, on fait comme si on était toujours venus, en fait, hein, on connaît ça depuis qu'on est tout petit. Hein. Ne jamais avoir l'air impressionné ou étonné. Non, allez-y, on vous fait confiance. Bon, alors... On prend un menu et puis écoute, dedans il y avait un pot-au-feu de foie de canard gras. Alors je me dis ça va être hyper gras, ça va être je vais être malade. Bon, mais en fait c'est là où tu vois la magie du grand chef. Bon, c'est là où tu vois que Guérard, qui fait aussi des plats diététiques, sait faire des grandes choses avec des grands produits et que c'est pas gras du tout, c'est super digeste, c'était succulent, j'en ai un souvenir fantastique. Mais dans le menu, il y avait aussi du homard. Alors, tu passes du pot-au-feu de foie gras de canard à du homard. Puis, toi, les saveurs, ça faisait le yo-yo. Et là, le sommelier dit t'avais une carte épaisse comme le Larousse. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Et là, on a dit... Qu'est-ce que vous nous conseillez? Parce que foie de canard, après il y a du noir, après il y a... En fait, on ne sait pas, rouge, blanc, enfin là on est perdu. Parce qu'on ne va pas prendre une bouteille sur le pot-au-feu, une bouteille sur le homard. Et le sommelier dit, ok, vous me faites confiance? On dit, bon, on vous fait confiance. Et il nous amène un Pape Clément, blanc. Et la magie, c'est que plus on avançait dans le repas, plus le vin s'ouvrait et plus il matchait bien sur le plat. Parce que tu montais crescendo dans les puissances aromatiques liées au plat, et le vin lui aussi, il prenait l'ampleur. Oui. Génial. Et c'était une grande bouteille pour un grand repas. Pape Clément, blanc, on est à Pessac-Léognan les amis, alors...
Je suis ravi que tu me racontes cette anecdote et je vais te dire pourquoi. Et je vais vous dire pourquoi, amis glouters, c'est une petite confidence, parce que l'idée c'est surtout de parler de découvrir ce que le vin dit de nos invités. Mais bon, là je vais faire peut-être une petite entorse à la règle et vous en dire peut-être un tout petit peu plus sur moi. Je suis arrivé dans le monde du vin par un pur hasard. Et ce hasard m'a amené au château Pape Clément, ne savant pas ce qu'il pouvait représenter dans le monde du vin. T'imagines, tu vois, j'avais 21 ans, c'était en 2011. Et je voulais faire un stage pour apprendre le vin. Je vais aller très vite et à l'essentiel. Au moment de mon départ de la propriété, après 4 années où je me suis régalé, j'ai appris beaucoup de choses et au contact de personnes franchement formidables, et notamment de monsieur Bernard Magret qui donne sa chance aux jeunes, et ça je pourrais jamais l'oublier. L'équipe du Chai me remet une bouteille pour me dire ben voilà, bonne route, et je vois dans leur regard que franchement ils sont pas sûrs de leur coup, ils sont pas sûrs du cadeau, mais je reconnais évidemment Pape Clément Blanc que je venais de vinifier. En fait, je suis parti juste après la vinification 2014. Voilà, j'ai eu la chance de faire du vin là-bas et de m'occuper notamment du Chai des Blancs. Donc, c'était passionnant parce qu'effectivement, c'est absolument délicieux. Et ils me remettent une bouteille de Pape Clément Blanc 2003, année de la canicule. Et là, on est en 2014, en décembre 2014, quand ils me remettent la bouteille. Et peu de temps après, je monte en Normandie, chez mes grands-parents, il y a toute la famille autour de la table, et ma grand-mère, qui aimait beaucoup cuisiner, nous avait fait des riz de veau. Et je m'étais dit, tiens, on va ouvrir cette bouteille de vin blanc et puis on va voir. Et je crois que c'est le plus beau moment de ma vie, c'est un des souvenirs qui restera, mais tu vois, marqué à jamais. Le vin était extraordinaire. Contre toute attente, parce que vraiment il avait même une couleur, tu pouvais te demander est-ce que c'est de l'oxydation ou autre, mais l'oxydation nocive, j'ai envie de te dire, parce que j'aime bien les vins au caractère oxydatif, mais là c'était juste une enveloppe, un voyage. Enfin, j'en ai, tu vois, les frissons de me souvenir de tout ça. Il y avait tout le monde autour de la table, il y avait encore mon grand-père qui était là, et ses riz de veau. Et ça nous avait laissé baba, et tu vois, ce moment suspendu. Et voilà, c'était Pape Clément Blanc. Ça me fait trop plaisir que t'en parles, et ça me rappelle de beaux souvenirs. Alors, c'est marrant qu'on ait un souvenir commun sur le même vin. Puissant, ouais. Le millésime, je ne m'en souviens absolument pas, parce qu'à l'époque, je regardais pas trop les millésimes. Alors après, on avait quand même félicité le sommelier pour son choix, parce que c'était osé. Parce que quand même, sur ce qu'on a mangé, on n'était pas sûr comme de pouvoir boire du blanc tout le long. Et le lendemain, on avait demandé à Guérard si on pouvait visiter les cuisines, chose que l'on a faite avec les brigades, avec les petits en train d'éplucher les légumes, le saucier. C'est fantastique, les cuisines d'un étoilé. Et après, il nous avait amenés dans la cave, le sommelier. Alors là, par contre, c'était un bâtiment à part, et là, des milliers et des milliers de bouteilles. Alors, il disait là, il y a 20 millésimes de Pétrus, là, il y a le Pin, là, il y a Latour, Figeac, Margaux, Rothschild. Alors là, il y a tous les Bourgognes, là, et là, il y a combien de millions là-dedans? Beaucoup. Et c'est ce qui fait la magie de ces grands restaurants. Et on a fait waouh, énorme. Alors je ne sais pas si c'est pour ça que Pierre, après, s'est épris du vin et s'est dit je vais bosser dans le vin, je ne sais pas. Enfin. En tout cas, c'était un moment marquant. Ouais, ça m'a marqué. Et puis, feu Monsieur Guérard, qui était un homme prévenant, d'une gentillesse extraordinaire, quelqu'un de très bien, un grand personnage. Et pour la cuisine française, et puis quand tu as été manger chez lui et que tu as eu la chance de le voir, c'était un grand monsieur. Donc le fait de reparler du vin, je pense à lui, et je m'étais dit très abordable, très gentil, de parler à des petits jeunes, tu sais, les 2 petits ploucs là qui viennent de gagner 1 000 € en chèque relais château.
et qui décide d'aller chez Guérard, quoi, tu vois. Mais je crois que c'est ça qui touche souvent les Et en fait, il équipes. nous a parlé comme si on était des clients qui venaient régulièrement, bien sûr. Donc voilà, et on y est retourné et on l'a toujours vu. Et il était toujours très gentil, sa femme aussi. Enfin, ouais, toute l'équipe. Alors, je vous invite tous à aller chez Guérard, voilà. Axel, c'est l'heure de déguster. Est-ce que tu es prête ? Toujours. Let's go. Blind testing. Blind testing, les amis. Ça y est, nous y sommes. Je suis avec Axel, vigneronne du château Croix de l'Abri à Saint-Émilion, petit vin de jardin de 5 hectares, magnifique biodynamie, des vins énergiques que j'adore. Et là, eh bien, ma chère Axel, je viens de te servir du vin dans un verre. Qu'est-ce que tu ressens ? Qu'est-ce que tu as envie de nous raconter ? Qu'est-ce qu'il te raconte, ce vin ? Bon, alors avant de raconter des bêtises, je vais vous dire qu'il est super, moi il me plaît beaucoup. Il a une belle vivacité, il est bien fait, bien vinifié, c'est bien équilibre parfait, une belle balance surtout, le pH, tout est au top. Une buvabilité de folie, avec une jolie structure, c'est élégant, c'est fin. Il y a ce parfait enrobage qui entoure justement, vous voyez, cette acidité, cette tension. Il y a une jolie chair. C'est marrant parce que, en soi, je suis complètement barrée, mais j'ai des arômes de conifères. Hein. Je sais pas, j'ai des arômes un peu de sapin. Je sais pas. En bouche, je partirais plutôt sur le Sancerre, mais. Je pense que tu brûles, doucement mais sûrement, et en même temps, est-ce que je serais pas un petit coquin à t'amener dans un endroit que tu ne suspectes pas ? C'est pas impossible. C'est pas impossible. Ah, tu peux m'amener en Angleterre, hein, si tu veux. Hein, mais, Alors, les amis, Axel, c'est magnifique. J'y suis. Alors, t'y es pas. Je suis en Irlande. Mais en même temps... Parce que ça sent un peu la bruyère aussi. Non, mais je vais te vois dire... Attends, c'est très intéressant. Et c'est franchement pas anodin de parler de l'Angleterre. Effectivement, on n'y pense peut-être pas souvent, mais les amis, il y a des très jolis vins qui sont produits en Angleterre, et notamment des sparkling, qui, à l'aveugle, concurrencent parmi certains grands champagnes. Moi, j'ai eu l'expérience une fois d'une déguste à l'aveugle avec les copains. Il y en avait un, le petit malin du groupe, qui avait mis un sparkling anglais, donc typé, donc vraiment sur les méthodes de vinification d'un champagne, élevé sur latte, etc. Il a mis une baston à tout le line-up et on s'était retrouvés un peu baba quand on avait soulevé toutes les chaussettes. On avait tous donné notre petit classement sur les 10 bouteilles et le sparkling anglais était sorti haut la main, numéro 1, et c'était une bouteille qui coûtait une 30aine d'euros. Alors pourquoi je te dis c'est très intéressant et pourquoi je te dis surtout bravo, et je pense que ta sensibilité aussi a peut-être ressenti cette énergie, c'est que tu es sur une base de sol qui est très similaire, voire identique à ce qu'on trouve justement en Angleterre. Je vais pas laisser traîner le suspense plus longtemps. C'est quoi, c'est en Bretagne? Eh ben, on n'est pas en Bretagne, mais figure-toi que je t'amène dans un coin insoupçonné, alors même qu'il y a une histoire très riche. Et je ne le savais pas, je l'ai appris il y a quelques temps, et c'est ça que j'adore dans le vin, les amis, c'est qu'on apprend tous les jours. Je t'amène dans un domaine qui s'appelle la Bouche du Roi, cuvée Grand Levé. Le Grand Levé, c'est un 100% chenin sur le millésime 2023. Et la Bouche du Roi, eh bien ça fait écho à l'histoire de cette région viticole disparue. Je t'amène en Île-de-France, dans les plaines de Versailles. Non. Nous sommes au sud de Paris, à Versailles. Alors, plus exactement, on est dans la lignée du château de Versailles, à quelques kilomètres. IGP Île-de-France. Et ça, on doit ce projet à deux passionnés, à deux garçons ayant la tête bien faite et beaucoup de motivation, beaucoup de passion et d'application pour relancer la vigne sur ce vignoble historique. On parle d'Adrien Pellissier et de Julien Brustis, deux copains qui ont planté de la vigne en 2017, soutenus là par justement la région. Parce que figure-toi que de la vigne, il y en a depuis des siècles et des siècles en fin de compte là-bas. Moi, j'ai été estomaqué quand on me dit tiens, on va découvrir je propose de découvrir un domaine à Versailles. Je me dis what, c'est nouveau ? Attends, je connais pas quoi. Et en fait, ce qu'il faut imaginer, c'est qu'historiquement, c'était le plus grand vignoble de France, celui d'Île-de-France. Ça couvrait des milliers d'hectares au XVIIe
et XVIIIe siècle. Et en fait, la région de Versailles était aussi viticole. Voilà, on ne le sait pas parce qu'elle ne figure pas sur les cartes des vins de France. D'ailleurs, coucou Jules, les cartes des vins s'il vous plaît, il va peut-être falloir penser à rajouter une petite pastille colorée sur votre carte du vignoble français, puisque à l'époque, c'était la région la plus importante viticole de France. Et puis patatras, le phylloxéra, t'imagines bien, est arrivé, et ce vignoble a complètement disparu. On pourrait faire un podcast tout entier pour parler de l'histoire, évidemment, de Louis XIV, de tout ce qui entoure cette région, c'est iconique, et l'art de vivre à la française. L'étiquette est très belle. L'étiquette est très belle, elle est très sobre, je vous la mettrai bien sûr en photo sur l'Insta de Glouglou Podcast. J'ai pris une claque, ça m'émerveille d'avoir cette sensation de découvrir une région inconnue et en même temps de se rendre compte que c'était une région où effectivement il y avait de la vigne. Et ils se sont dit, bon, il y a un réchauffement climatique, hein. Là on est à l'extrême nord. On est sur un climat qui est entre celui bourguignon et champenois. En tout cas, ils ont trouvé c'est marrant parce que quand tu regardes le parcellaire, c'est identique à ce vignoble qu'il y avait à l'époque. Voilà, celui Ils ont retrouvé ouais, des archives. Ça ressemble à un aileron de requin d'ailleurs. Et on est à 140 mètres d'altitude. Wow. Je t'ai apporté ça, pourquoi ? Parce que ça a été ma grosse découverte du moment. Je pense que ça tombe plutôt bien, parce qu'a priori, t'aimes bien les blancs secs, bien tendus, et puis t'aimes les cailloux. Et en fait, il y a une information qui est assez folle aussi. Il était unique de plus de 41 millions d'années. Le terroir de la Bouches-du-Roi est situé donc dans la plaine de Versailles, à Davran, en bordure du site de Grignan. Et en fait, on retrouvait à l'époque, c'est le passé océanique, plus de 1300 espèces différentes de coquillages, de crustacés, de coraux, d'oursins, de poissons et même de requins. Et évidemment, là, ces sols calcaires, ils regorgent de fossiles. C'est stupéfiant. Et je dis bravo à ces deux garçons de relever le défi, de remettre un petit drapeau sur la carte de la viticulture française à cet endroit. Allez-y, renseignez-vous, la Bouches-du-Roi, j'adore. Je vous dis pas le niveau de la bouteille, hein, mais ouais, il se boit super bien. Et nous, on se connaît pas. J'espère qu'on se rencontrera un jour, parce que alors là, les gars, j'adore. C'est super bon. Ce que je trouve très enthousiasmant, c'est que la vigne, elle a été plantée en 2017. Donc on est à l'aube d'une nouvelle aventure. Aujourd'hui, ils sont tout seuls. Le domaine fait 27 hectares d'un seul tenant. C'est énorme. Et évidemment, ils espèrent aussi inspirer d'autres vignerons à s'installer dans cette région. Et ça, je trouve ça beau et inspirant. Alors, c'est dommage qu'il n'y ait pas ma fille pour me garantir avec Wikipédia de la connerie que je vais dire. L'ancienne Gaule avec Astérix, c'était pas par là ? Oui, entre ça et la Bretagne. Oui, la Bretagne, ouais, d'accord. Donc en fait, c'était du vin pour le roi, quoi. Alors pourquoi les Bouches-du-Roi, tiens ? C'était pour le roi. Le Bouches-du-Roi était en fin de compte une sorte de société, une entreprise, au service notamment de Louis XIV. Et c'est l'art de la table, l'art du goût. Donc c'était sourcer les bons produits, être les conseillers pour trouver les bons accords mets et vins. La viticulture était là et il y avait apparemment au château de Versailles quelques repas. Et donc, il y a vraiment tout ce lien recréé par ces garçons, par ces passionnés. Moi, j'ai eu le plaisir de rencontrer Adrien Pélissier, donc il y a quelques jours. Et voilà, je trouve ça vraiment très noble. Je suis certain que c'est un projet qui va plaire à nos amis cavistes et restaurateurs, de pouvoir tisser un pont entre notre histoire, entre cette civilisation quand même française et ce projet dingue avec des vins. Là on parle du chenin, mais figure-toi qu'ils y ont mis aussi des chardonnays, des sauvignons blancs, des cabernets francs, du merlot et du pinot noir. Tiens, et c'est marrant d'ailleurs, Axel, tu me disais en off que t'aimais pas trop le chenin. Alors je l'aime pas parce que je n'ai peut-être jamais bu de bon chenin. Parce qu'à Bordeaux, on a beaucoup de vins, mais c'est peut-être pas les bons. Oui, c'est pas le cépage en tout cas que... donc, j'ai toujours bu de très mauvais chenin, quoi. Donc, en fait, je dis toujours, j'aime pas le chenin, quoi. Mais en fait, parce que j'ai pas bu de bon chenin. Et là, je suis bluffée, parce que là, j'adore.
c'est top. Et donc voilà, au détour d'une visite à Paris, eh bien, vous pouvez prendre le TER et assez facilement aller visiter la Bouches du Roi, son chai, son vignoble. Je vous y encourage. Bon, tiens, une idée à Cormez-et-Vin, est-ce qu'il y a quelque chose qui te ferait plaisir là? Avec quoi t'aimerais accompagner ce vin? Là, tu sais ce que j'aimerais bien avoir? Un petit carpaccio de langoustine avec petit peps de citron, relevé, un peu de piment d'Espelette, voilà, toi le truc. Paf. Ouais, un truc avec des ouates dans la fraîcheur. Et de la fraîcheur, ouais, t'as le truc. Moi, j'y mettrais bien aussi une chair de tourteau, je sais pas, un peu poivrée, Ah ouais. citronnée. Ah ouais, mais tu sais, je mange jamais de crabes parce que je suis feignante, j'ai pas envie de tout casser là. À chaque fois, ça m'emmerde de manger des crabes parce que j'ai pas envie de casser tout avec le casse-noisette là. Moi, si tu me décortiques le tourteau, C'est ok. ouais, c'est ok. Bon, eh ben en parlant de recettes justement, et c'est le moment, oui les amis, vous le connaissez ce moment, c'est la recette magique, c'est maintenant. Jingle. Glouglou, l'émission qui parle vin autrement. Cher Axel, maintenant qu'on a découvert ce joli produit, la Bouche du Roi, qu'on s'est stimulé nos papilles, j'ai envie de te proposer de créer ta propre recette magique. Chez Glouglou, la recette magique, elle tient en 5 ingrédients. C'est assez facile et surtout, c'est des ingrédients qui t'appartiennent et qui sont liés à l'imaginaire. On peut fermer les yeux et j'ai besoin, pour que ça marche, pour qu'on passe un bon moment, ou du moins que tu passes le moment que tu attends, d'un vin, d'un vinyle, d'un plat, d'un lieu et, évidemment, ça se partage tout ça, la personne avec qui tu aimerais vivre cette expérience. Tu as carte blanche, la recette magique, c'est ta recette magique, Axel, je t'écoute. Alors, je vais d'abord choisir le vinyle. Tiens, pas mal. Toi, j'aimerais bien un Otis Redding ou... Non, je sais pas. Stevie Ray Vaughan. J'adore le blues. On part sur un blues. Sortez les guitares. Ouais, mais un truc qui pulse, hein. Pas le blues où on pleure. Hein. On peut pleurer, mais ça envoie. J'ai toujours aimé. Tu sais, je faisais... Quand j'étais jeune, j'ai fait de la clarinette. À part le boléro de Ravel, etc. À chaque fois, je disais à mon prof, je dis ouais, moi je vais faire du blues, je vais faire du jazz. J'adore Ray Charles, j'adore tout ça. Et il m'a dit pas encore. Il faut aller au conservatoire. Je fais ouais, mais moi là, j'en ai marre. Je me fais chier. Donc si c'est pas maintenant, donc après, on va louper le rendez-vous. J'ai dit je peux faire de la clarinette, je vais faire du saxo parce que comme ça je vais pouvoir faire du jazz. Parce que j'adore le jazz. Et là, mes parents m'ont dit ouais, mais tu vas continuer la clarinette. Ouais, tu sais, ils ont jamais su. J'ai posé la clarinette et j'ai plus jamais été en cours. Donc là, on s'envoie le vinyle, on s'envoie un blues. Ouais, Stevie Ray Vaughan, j'aime bien ça. C'est bien, ça me plaît ça. Avec quoi je boirais ça je me vois sur une Harley, toi, dans l'Arizona, sur la 66. Je me fais un super burger de l'espace, mais fait maison, hein, avec un bon steak. Ça me plaît. Un bon cheddar. Ouais. si tu peux me choisir pour la personne, ça me va bien. Et puis, déjà, on part en moto, hein, donc passe ton permis si tu l'as pas, parce que moi je l'ai pas. J'ai le 125, voilà. Donc j'ai toujours pas la Harley, parce que j'ai pas le permis, donc forcément ça s'est arrêté là. Un vin qui irait bien là-dessus, c'est un truc un peu rock'n'roll, quoi. Faut s'amuser, hein. Un petit vin de l'Oregon, allez, on part. Alors, je suis pas trop Californie, je les trouve un petit peu trop bullé à mon goût. Hein. Ouais, Oregon, c'est plus frais. La fraîcheur d'un beau pinot noir d'Oregon. Ouais, pourquoi pas un pinot noir. C'est peut-être ce qu'il y a de mieux, ouais. Et puis, Puis tu pars avec ton sac à dos, tu t'arrêtes dans un petit motel un peu miteux, le super burger fait maison, ouais, t'as Harley, et puis ouais. C'est ça alors, qui me plaît. Qui c'est qui fait la route avec toi sur la Harley? J'aurais pu le faire avec Pierre, s'il avait le permis moto, mais il n'a pas le permis moto non plus. Donc, non, parce qu'on s'est chamaillé, c'est pour ça que ni l'un ni l'autre n'avons le permis moto. Parce que moi, c'était Harley, et lui, c'était plutôt des grosses cylindrées. Donc, comme je voulais pas qu'il meure sur la route, j'ai dit, on le fera ni l'un ni l'autre. Bon, mais est-ce qu'on fait ça avec Johnny Hallyday alors?
Il avait son permis, lui. Ah, Johnny, non, je préférais Eddie Mitchell. Voilà. Bon, ben moi, Eddie, si t'entends ça, écoute, il y a une belle recette magique et t'es dedans, mon grand. Ah ouais, je pars avec lui de suite. J'adore. Ouais, J'adore. J'ai toujours aimé Eddie Mitchell. Ouais, c'est le bon mec, tu vois. Il a de la gueule, il a de la présence, et puis il chante bien. Sur la route de Memphis. Oh yeah. Cette recette, je la trouve vraiment sympa. Je suis pas là pour forcément exprimer mes goûts, mais c'est vrai, ce burger, Sonoma, l'Amérique, la moto, génial. Tout en musique, la liberté. À présent, j'aimerais que tu nous parles un peu de tes bonnes adresses. Si tu devais confier aux Glouters 2-3 adresses qui, toi, te sont chères. Alors, on a parlé de Michel Guérard, je pense qu'on a compris qu'il fallait qu'on y aille. Et donc, peut-être en dehors de cette très belle adresse landaise, où est-ce que tu aimerais nous amener? Ah, bah après, faut pas hésiter à aller à Saint-Sébastien, à aller manger des tapas, hein. C'est top. Et puis, à Sensé, tout le monde boit du vin. Un gastro, mais super abordable, Recondo. Et quand tu vas à El Recondo, tu regardes la carte des vins, tu dis... vous n'êtes pas trompé sur les prix. Et là, ils te disent non. Hein. Tu dis oui, mais. Enfin, non, parce que là. Là, je vais prendre 6 bouteilles pour le coup. Là, c'est vraiment pas cher. Alors, je vais en prendre une. Et puis, est-ce que je peux en acheter d'autres pour partir avec? Et là, ils te disent non, ça, c'est la réserve personnelle. En fait, on la sert qu'à table. Je fais, ah, bah, c'est dommage. Bon, bah alors on va boire autre chose alors, parce que celle-là était super bonne, hein, donc là on va pas se priver. Hein. El Recondo, les amis, c'est une adresse effectivement où apparemment il fait bon vivre. On a des gens passionnés qui font une super cuisine et une carte des vins de malade qui est vraiment réputée. C'est ce que tu nous expliques, pour des prix mais tellement doux, qui incitent quand même au plaisir. Ah, mais en Espagne, de toute manière, où que tu sois, hein, le vin est super abordable. Les restaurants ne font pas de coefficient dessus. Hein. Eux, leur but, c'est que le client, il mange bien, il se fasse plaisir et qu'il boive. Voilà. Et qu'il prenne des bons vins et franchement, et qu'il les achète sans se poser de questions. C'est ce qu'on n'a plus en France. Hein. Mais en Espagne, c'est open. Hein. Tout le monde boit du vin, tout le monde prend des bouteilles. Et y a, alors que ce soit des vins français, espagnols, peu importe. Hein. Toujours à des prix très 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 abordables. C'est ça qui est super en Espagne quand même. Hein. Voilà, une bonne adresse et puis en plus un pays pour se perdre et en découvrir de nouvelles. Sur Bordeaux? Ah, à Bordeaux, faut aller chez mon copain Alexandre Gomard. Chez Amicis. Tout à fait, donc on connaît les mêmes adresses, tu vois, j'ai même pas besoin de te donner les noms. Ouais, Amicis, Alexandre Gomard, jeune chef étoilé, qui vient d'avoir sa première étoile cette année en 2025. Qui a une cuisine goûteuse, généreuse et en même temps sophistiquée, qui a une certaine appétence pour les produits de la mer, disciple de Christophe Baquier. Un bon copain et j'adore sa cuisine, il est super sympa. Il a eu le courage de quitter un bel établissement où il y avait déjà une étoile, donc il est parti. Il a monté son affaire. Il a recommencé à zéro tout seul. Ça marche super bien, il est tout en complet. La cuisine est super... Alors, de visu, tu dis c'est super simple, mais en fait, c'est hyper travaillé, c'est hyper élaboré. Et puis, franchement, bah, c'est hyper abordable pour tout le monde. Ouais, parce qu'il faut dire une chose, c'est qu'en fin de compte, c'est un restaurant à Amicis où tu as quand même 2 salles, 2 ambiances. Il y a un bistrot au rez-de-chaussée avec un menu du jour, mais qui est quoi, proche d'une 30aine d'euros. Enfin, c'est très raisonnable. Je crois que c'est 32. Voilà, 32 euros. Entrée, plat, dessert. Si vous êtes gourmand jusqu'au bout, c'est 32 euros. Mais avec le café, peut-être 30. Voilà, on arrive à 35. Mais ça ressemble à un gastro, quoi. Voilà, vous êtes chez un étoilé et le midi, vous pouvez manger pour 35 euros. Et à l'étage, vous avez la partie gastronomique où là, ça envoie du grand lourd. Super adresse, très bien. Tu me parlais tout à l'heure en off d'un bistrot du côté de Mériadec. Ah, le bistrot des sommeliers. Bah, là, c'est pour les amoureux de vin. Hein. Là, il y a la possibilité de boire le choix de Bordeaux, il y a tout. Et à des prix tout à fait plus que raisonnables. Le but, c'est que les gens se fassent plaisir et boivent du Bordeaux. Voilà, bistrot du sommelier. Eh bien, écoute, je te remercie. Mais après, je vais quand même donner une super adresse, hein, qui est mon coup de cœur. Hein.
Lui, c'est mon coup de cœur. Hein. C'est le bistrot au Capucin, chez François. Topissime. On sort du marché, on s'est fait quelques trucs, et on fait 20 mètres, on va manger chez François. On va manger du hareng à l'huile, de la tête de veau, et il a des bouteilles de folie. Et pour tous ceux qui aiment l'andouillette, il y a de la 5A là-bas, c'est bon d'y aller, effectivement. Il y a une super carte des vins, tu me régales, dis donc, mais il va falloir que je crée peut-être prochainement un guide des bonnes adresses de tous les invités, parce que là quand même on se fout pas de votre gueule les amis. Et vous pouvez y aller les yeux fermés. Le bistrot au Capucin à Bordeaux, une cuisine authentique, qui a du goût, généreuse, ce bon comptoir qu'on aime, qui nous fait plaisir, et puis des gens passionnés qui ont envie de vous faire plaisir, et tout fonctionne. Bon, je te remercie Axel. Et là, l'heure est grave les amis, puisqu'on s'approche doucement mais sûrement vers la fin de l'émission, et de cette belle conversation, de ce bon moment d'échange. Axel, j'espère que tu es prête, parce que c'est maintenant, c'est le dénouement final. Jingle. Glouglou, ce que le vin dit de nous. Cher Axel, pour toutes celles et ceux qui vont avoir envie de se faire plaisir avec une bouteille de Croix de l'Abri, qu'est-ce que ce vin dit de toi ? Tu vois, ça va être un peu... tu vas être entre la lisière de la forêt et puis le potager. Tu vas avoir des arômes de truffes, réglisse, fruits rouges, framboises, mûres, cassis... Comme si tu avais fraîchement pressé, là, les fruits rouges, là, c'est juteux, c'est sapide, tu salives. C'est fin, élégant, et en même temps, tu dis qu'il y a une certaine personnalité quand même dans le bordel, quoi, parce que ça tient la route, hein, la colonne vertébrale, elle n'est pas prête de tomber. Hein. Mais c'est tellement fin et élégant que je pense que ça reflète le caractère que nous avons avec Pierre, hein, de la détermination, du boulot, aller jusqu'au bout des choses. Donc tu as le côté un peu laborieux et un peu rigide, mais qu'on se fait agrémenter avec les bons moments, hein, parce qu'on va au rugby, les apéros et les apéros avec les potes et tout. Bien manger, des bons produits. Hein, son papa est élève des vaches, donc des salaires. Et attention, là, c'est une religion. Notre religion, c'est manger et bien boire et avec les potes. Donc le vin que l'on fait, parce que je le fais pas toute seule, hein, je le fais avec Pierre, hein, donc il nous ressemble. Il y a la structure et puis la délicatesse et la finesse qui vient enrober tout ça. Hein. Voilà. Ce qui, je pense, nous correspond. Mais surtout l'envie de partager, hein, parce que le vin, ça se boit pas tout seul, hein, bien sûr. Voilà, ça se boit avec modération, paraît-il. Il faut faire attention, mais quand vous choisissez bien les bouteilles et bien les personnes que vous mettez autour de la table, ça se boit et ça se partage, et avec grand plaisir. J'ai l'impression aussi, lorsqu'on goûte un Croix de l'Abri, qu'on peut ressentir peut-être ce toupet un peu anticonformiste. En tout cas, tu n'as jamais peur de dire ce que tu penses. Et je trouve ça très touchant. J'aime beaucoup. Et en même temps très rafraîchissant. Et c'est souvent cette sensation qu'on a sur les finales de Croix de l'Abri. Parce que ce vin est rafraîchissant. Alors même qu'il vous enveloppe, qui se profile très charnel, très généreux, avec de la personnalité. Et bien écoute, en tout cas, merci et bravo pour le boulot que vous faites et pour ces émotions que vous pouvez transmettre et que tu nous procures avec ces très jolis vins, ces grands vins de Saint-Émilion, cette expression de niche, ce petit jardin. On vous en a parlé les amis, 5 hectares, ça vaut le détour et prenez le temps de vous renseigner. Merci pour tout ça. Est-ce qu'il y aurait une personne, avant que l'on se quitte, à qui t'aimerais passer le relais ? Quelqu'un t'aimerais retrouver sur Glouglou? Quelqu'un que j'aimerais retrouver sur Glouglou. Mathieu Chédid. Eh bien, je prends. Si t'as son numéro. Je l'ai pas. Dommage. Mais je pense que ce serait un bon moment pour toi et pour nous. Ouais. Eh bien, Mathieu, puisque je sais que t'écoutes attentivement chaque émission, écoute, on s'organise ça quand tu veux, avec ta guitare. Bon. Est-ce qu'un dernier mot pour la fin? Est-ce que t'as passé un bon moment?
Écoute, excellent. Donc, je pense qu'on va finir la bouteille de ce superbe chenin. De la bouche du roi, IGP Île-de-France. Côté de à Versailles, où j'ai passé presque tout l'été à Versailles pour les JO, pour l'équitation, et je ne savais pas que c'était à l'autre clin côté. d'œil. Et je ne savais pas que c'était à côté, donc c'est dommage, on aurait pu y goûter avant. Non, franchement, top. Et puis, ça, c'est une jolie découverte. Ton émission, je la trouve bien construite et intéressante parce que c'est introspectif sans être formaliste. Donc tu peux libérer tes chakras et t'exprimer librement. Et ça, je te remercie de donner la parole dans des moments plutôt cool et détendus, et comme le vin, avec ses mots, on n'est pas obligé de se prendre la tête, sortir le dictionnaire. Donc ça, c'est un bon moment. Je te remercie surtout d'avoir pensé à moi, et puis à Pierre, et à Camille aussi, notre fille, qui nous accompagne toujours dans cette aventure, parce que c'est tous les jours. Une aventure de famille, oui. Donc Camille aussi participe allègrement à l'aventure. Écoute, merci pour aussi tes encouragements et pour la force envoyée à Glouglou. Les amis, c'est le moment aussi pour moi de vous remercier encore et toujours parce que vous êtes de plus en plus nombreux à écouter, à rejoindre Glouglou, à vous abonner et continuer de le faire. Pour celles et ceux qui ne l'auraient pas encore fait, le petit abonnement, la petite cloche, le pouce bleu, enfin toutes ces choses-là, ça a une vraie utilité et ça permet en tout cas de mettre Glouglou et son format dans plus d'oreilles et donc plus de partage et on se porte mieux, mais l'idée étant évidemment de parler du vin un petit peu autrement, de se concentrer sur l'humain, de passer un bon moment, d'accepter le temps long. Donc une émission qui dure pas juste 5 ou 10 minutes et qu'on puisse capter des choses et comme tu disais, le potager par exemple, ça se travaille, c'est du travail de long terme et je vois un peu le podcast de la même façon. Chers amis, en tout cas c'était un plaisir de passer ce moment avec toi Axel et nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine émission, mais d'ici là vous connaissez la chanson, prenez soin de vous, buvez bien, buvez bon, ciao ciao, bisous. Punaise, j'adore cette nouvelle émission sur le vin. Glouglou, c'est marrant comme nom et je comprends tout. Mange! Pour une fois, je comprends tout! Ah merde! Arrête ton cirque! Spédère, Glouglou! Spédère, Glouglou!